Je souhaitais faire un cours sur les origines du français et à force de mes recherches, je me suis aperçu que, contrairement à ce que pensent beaucoup, en fait, il y a un mouvement négationniste en France qui est très simple, qui consiste à nier l'existence d'une race au sens littéraire, sans doute, d'une race française et d'un peuple français. Et ça passe aussi par la négation de l'existence d'une langue française, ou plutôt de la négation de ce que la langue française serait l'héritière de la langue gauloise. Alors, il y a beaucoup de raisons derrière cela. Le préjugé, sans doute en partie, dû aux Romains, mais qui n'est qu'un préjugé et qui n'est en réalité pas tellement dû aux Romains, que le français viendrait, globalement, que du latin. Alors pour refaire les choses dans l'ordre et avant de plonger un peu, j'improvise un peu, je donne un peu mes idées essentielles parce qu'après ce sera plus cadré. Mon idée, c'est vraiment de vous proposer, par cette lecture de la guerre des Gaules, d'aller creuser un petit peu ce que nous pro ce que nous pouvons voir dans la littérature latine sur les Celtes. Et ce qui est intéressant, c'est que le français, c'est une langue latine, c'est une langue qu'on classe dans les langues italiques qui appartiennent à la famille des langues indo-européennes. Donc, en tant que descendant du latin, finalement. C'est une langue que l'on dit romane, les latins étant les romains historiques, si on veut, et les langues romanes étant les langues qui dérivent du latin. Et en même temps, j'ai eu, à force de mes recherches, donc l'intuition que cela n'était peut-être pas tout à fait vrai et que cela avait été peut-être à compléter, parce qu'on observe un certain nombre d'évolutions dans la langue française qui, de manière étonnante, rappellent les évolutions grecques. Mais l'idée qu'elles viennent du grec pose assez vite problème, parce qu'on ne peut pas imaginer ce ne sont pas des évolutions qui s'observent dans la partie érudite des Gallo-romains. Ce sont des évolutions qu'on observe dans la langue française, c'est-à-dire globalement dans le parler populaire. Imaginez qu'au VIe siècle, ça ne me dérangerait pas par principe, mais imaginez qu'au VIe siècle, tous les Gaulois latinisés soient devenus de grands spécialistes du grec ancien, en sachant qu'ils avaient probablement des réserves, qu'ils émettaient des réserves à l'égard du latin. C'est au minimum ambitieux, sinon complètement bidon. Donc ce n'est pas très satisfaisant. Et on observe que le grec est en soi également une langue indo-européenne, comme le gaulois. Enfin, donc que ces évolutions que le latin subit en devenant le français, ou en devenant les différentes langues romanes, que l'on observe déjà dans le grec ancien, alors que le grec ancien est antérieur au latin, du reste au moins en langue écrite, ça quand même pose un certain nombre de questions. Ça pourrait être, c'était mon hypothèse, ça pourrait être plutôt une évolution due à l'indo-européen. Et si c'est une évolution indo-européenne, le latin est une langue indo-européenne, le grec l'est aussi, mais le gaulois l'était aussi. Et donc j'ai commencé à creuser tout ça, et j'ai voulu, il y a déjà une semaine, faire un cours en gros pour expliquer les origines gauloises de la langue française. Mais en fait, plus je creuse, plus je vois qu'il va falloir que je décompose, et je ne pourrais pas faire un seul cours là-dessus, parce que la tâche est trop immense. Ça va me demander un travail vraiment très important, parce que j'avais sans doute moi-même négligé l'importance du gaulois dans le français, alors même que je suis déjà peut-être le seul à penser que le gaulois a eu autant d'influence en français. Donc c'est assez amusant parce qu'au passage, le français, le nom français, ça vient des Francs, langue germanique, enfin qui sont des Germains, qui parlaient eux le francique, qui a donné l'allemand, mais qui n'a pas donné le français. Donc c'est assez drôle que notre langue, qui a très peu de l'allemand, alors en fait on a un vocabulaire, on doit avoir 200 ou 300 mots dérivés du germanique, c'est en fait très peu. Aujourd'hui ça doit être autant que l'arabe, hein. On doit à peu près autant au germanique. Enfin j'exagère un peu de manière un peu provocatrice, mais on n'est pas très loin. Donc c'est assez comique. On doit le nom de notre langue aux Francs. C'est un titre beaucoup plus honorifique que réel, puisque notre langue ne fait pas du tout partie de la famille de la langue des Francs. Le francique étant une langue germanique, voilà, et le français appartenant aux langues italiques, hein, dont descendant du latin, qui sont les langues germaniques et italiques étant également dérivées de l'indo-européen. Alors, à force de faire des recherches, je me suis aperçu qu'on avait énormément progressé ces dernières années grâce à la génétique et que l'on savait que les Indo-Européens avaient fait un travail extraordinaire
qu'ils avaient peuplé de l'Irlande au nord de l'Inde. Et je me suis aperçu que bon, les Allemands, pour leur propagande socialiste nationale, ont repris un peu les connaissances de l'époque, qui n'étaient pas entièrement fausses, mais ont fait des Ariens les grands héritiers, alors qu'il leur manquait un échelon, et c'est ça qui est assez amusant. Mes recherches, et j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres cours, conférences. En réalité, le grand ancêtre, fameux ancêtre indo-européen, qui donne les Allemands, cet ancêtre très pur, il se retrouve, il existe en effet. Sa concentration la plus importante, c'est d'abord en Irlande et deuxièmement en France. Donc, plus je creuse, plus je suis accablé par l'ampleur de la tâche parce que je m'aperçois que la réinformation qu'il va falloir faire sur le sujet, la réinformation qu'il va falloir faire sur le sujet est terrible parce qu'en gros, on justifie l'immigration massive et on justifie l'effacement des Français par des étrangers au prétexte, un des prétextes, et qui fait que les Français l'acceptent même en disant bah oui, mais de toute façon, les Français sont un mélange depuis tout le temps. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la génétique prouve que les Français sont probablement plus purs. Les Français de souche, c'est-à-dire les Gaulois, sont plus purs que les Germains. À l'origine, l'indo-européen, c'est une théorie qui se base sur la linguistique. On s'aperçoit que le sanskrit ressemble au latin, et ça pose un problème, parce que le sanskrit et le latin, il y a quand même un univers d'écart, et donc on a dû postuler l'existence d'un même peuple, et puis on s'aperçoit que bon, bah, il y a des ressemblances entre le latin, le grec, les langues germaniques, etc. On suit, et puis ça fait une espèce de croissant inversé, qui va donc de l'Irlande jusqu'à l'Inde. Et on fait cette théorie, on dit bah oui, il y a peut-être eu un peuple à l'origine. Aujourd'hui, cela est complètement vérifié par la génétique, mais ici l'histoire est confirmée par les apports de la génétique. C'est-à-dire qu'en fait, on a identifié les gènes des fameux. Donc à l'origine, on parle d'une langue. On dit c'est les Indo-Européens parce que Inde, Europe, ok, on fait le lien entre l'Irlande et l'Inde et ça donne Indo-Européen, Europe, Inde. En réalité, donc, on s'aperçoit que c'est un peuple qui est situé à peu près exactement à l'endroit où se passent actuellement les conflits dans la guerre russo-ukrainienne. Donc, on est au nord. Alors, je sais plus. J'ai toujours du mal avec cette mer-là. Cette mer qui est un peu au nord de la Grèce, c'est la mer Noire, je crois. Enfin bon, peu importe. Vous, les spécialistes de géographie, William peut-être me précisera. Donc, que les Grecs appelaient les Pontiques. Enfin, on a des habitants des steppes ici qui sont les ancêtres de ces fameux Indo-Européens. Donc, la génétique a prouvé, on a trouvé en fait c'est le gène R, et plus exactement le gène R1. On a donné des noms, alors j'en reparlerai, il y a de très très bons ouvrages là-dessus, des études jusque 2012-2014. Évidemment, en France, tout ça est interdit parce que c'est très très méchant de s'intéresser à la génétique, de prouver que les Français existent vraiment et que les Gaulois existent vraiment et qu'il n'y a pas eu de mélange en France. Là, on touche vraiment l'interdit absolu de notre dictature cosmopolite et soviétique. Mais donc, c'est pour ça évidemment qu'on interdit toutes les tests génétiques. Mais bon, bah, il y a d'autres pays où il y a un peu plus de liberté, où on a le droit de faire ces tests génétiques. Et donc, on s'aperçoit que il y a bien un point commun, un dénominateur commun génétique entre tous les peuples indo-européens. Tous les peuples indo-européens ont bien un dénominateur commun, un gène, le gène R1b, ou le gène R1a. Il y a deux variantes. Les vrais indo-européens, c'est ceux qui nous intéressent en premier lieu, ce sont les R1b. C'est ce qu'on appelle l'aplogroupe, c'est une petite séquence qu'on observe sur le chromosome Y. C'est-à-dire que ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, nos pères, le chromosome Y ne peut être transmis que par le père. Et donc, on peut analyser ce chromosome Y, puisqu'après tout, nous le devons à notre père, eh bien, on peut remonter de père en père, forcément. Les filles n'ont pas le chromosome Y, et les mères ne l'ont pas, donc ne peuvent pas le transmettre. Donc le chromosome Y, et puis il est porté uniquement par les gamètes masculines. Autrement formulé, c'est le chromosome Y certifie le père, mais c'était aussi vrai pour notre père. Donc il doit son chromosome Y à son père, etc. Donc en fait, grâce au chromosome Y, on peut suivre l'héritage paternel de manière absolument infaillible. Et si à un moment donné, il y a 4000 ans, il y a un barbare non indo-européen qui élimine tous les hommes, ou un barbare quelconque qui arrive dans une population, élimine les hommes et prend les femmes, ça se voit parce qu'en fait c'est son chromosome Y qui apparaît et qui remplace le chromosome Y d'origine autochtone qui disparaît forcément. Donc ici on a pu faire des enquêtes génétiques absolument passionnantes et grâce à ça on s'est aperçu que ce fameux
haplogroupe, donc cette petite séquence génétique que l'on observe sur le chromosome Y, eh bien, il y avait un haplogroupe commun de l'Irlande jusqu'à l'Inde, enfin jusqu'au nord de l'Inde, qui était en effet le R1. Alors il y a deux variantes, le R1A et le R1B. Donc la génétique confirme l'intuition linguistique. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, premièrement, je vais très très vite parce que j'en reparlerai. Simplement, je vais être obligé de séquencer tout ça parce qu'il y a énormément de choses à en dire et il va falloir faire une somme à la fin. Mais si je veux commencer par faire la somme, je vais mettre des heures et des mois et des années de travail et je ne produirai rien. Donc je suis parti, d'où mon idée de prendre point par point et de les étudier un par un. Les Indo-Européens, leur force, donc la domestication du cheval a été faite par la culture, j'ai plus le nom, qui est juste à côté des Indo-Européens. Botaï, la culture de Botaï de mémoire. En gros, on observe des sites archéologiques très anciens. Domestication du cheval, c'est pas très loin de 4000 avant Jésus-Christ. C'est pas l'équitation, c'est-à-dire que ce sont des chevaux qui n'étaient pas capables de porter les hommes, en tout cas qu'on ne savait pas monter. Et donc, ce n'est pas l'équitation, simplement la domestication du cheval. On s'aperçoit, la première trace historique, c'est la culture de Botaï. Et les Indo-Européens sont au contact de cette culture-là, donc on est dans les steppes au sud de la Russie, et eux-mêmes reçoivent ça, mais ils ont un génie supérieur, c'est qu'ils inventent, mélangeant l'invention de la roue qu'on avait déjà et la découverte du cheval, ils inventent le chariot. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est le peuple, la supériorité, et c'est étonnant qu'on s'y intéresse pas plus que ça, en fait la supériorité de ce peuple, des Indo-Européens, c'est qu'ils ont inventé le moyen de transport terrestre. Jusqu'à présent, on avait les bateaux, ce qui fait les premières grandes civilisations autour du bassin méditerranéen, et les transports terrestres étaient à pied. Et ce peuple de génie a réussi à associer la roue qu'on pouvait éventuellement utiliser pour quelque chose qui ressemblait à des brouettes, et la domestication du cheval pour en faire un véhicule hippomobile, et ce qui a fait leur supériorité. Et donc, grâce à cette invention extraordinaire, les Européens ont envahi partout. Ce qui explique aussi pourquoi on trouve déjà des routes chez les Gaulois avant les Romains. On a prétendu que c'était les Via Latines, que c'était les Romains qui avaient construit les routes, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, en creusant en dessous des Via Latines, enfin des voies romaines, on s'aperçoit qu'il y avait déjà des routes, et donc très probablement indo-européennes. Donc les Indo-Européens ont dû cette conquête aux chevaux. Alors les Indo-Européens, c'est assez simple, ils partent du nord, donc du sud de l'Ukraine actuelle, là où il y a les combats qui ont été rattachés à la Russie en partie, etc. Bon, la partie autour de la Crimée et tout ça. Ils partent de cet endroit-là. Ils vont jusqu'au nord de la Grèce actuelle. Au nord de la Grèce actuelle, ça tombe bien, ils font contact avec les civilisations qui ont découvert la métallurgie du bronze, c'est-à-dire qu'on passe du néolithique, le lithique, lithos, enfin lith, c'est, j'ai un doute là, mais en tout cas lithique, c'est grès, et c'est la pierre, pardon. Et donc le néolithique, enfin, on découpe l'âge où les hommes se servaient des outils en pierre en plusieurs périodes. Il y a le mésolithique, quelque chose comme ça, paléolithique et le néolithique, je pense que ça doit être ça. Donc paléo en premier, logiquement, mezzo, un truc comme ça. Bon, à creuser, peu importe. En tout cas, on a l'âge où les outils sont en pierre et où on découvre l'agriculture. Et puis, on en arrive à la métallurgie. Donc d'abord le bronze. Le bronze, c'est un mélange d'étain et de cuivre, et c'est découvert comme l'agriculture en Anatolie. Et donc, et ça se propage donc vers la Grèce. Et il se trouve que quand les Indo-Européens arrivent au nord de la Grèce, et bien par chance, ils récupèrent, par chance non, par intelligence, par contact, eux qui avaient déjà la supériorité d'avoir inventé le char et donc le véhicule hippomobile, qui leur donnait une mobilité extraordinaire. Enfin, on imagine, on ne montait pas les chevaux, ce qui veut dire que c'était les seuls à pouvoir se déplacer autrement qu'à pied. Ou alors on se déplaçait sur la mer. C'est-à-dire que c'était vraiment, on imagine, les premiers véhicules pour les autres étaient tous des piétons. Donc ces gens-là arrivent, ils récupèrent le bronze, c'est parfait pour eux, ça leur permet de se faire des armures, des armes, etc. Donc ça devient un peuple surpuissant qui a des chars solides, qui peuvent devenir des armes de guerre, qui sont des armes de transport, qui sont des habitations mobiles. Donc c'est un peuple qui a tous les avantages, toutes les supériorités technologiques pour écraser tous les autres. Donc ces gens-là donnent en Grèce, eh bien, ils vont donner les Mycéniens, donc les tout premiers Grecs, et puis des développements, et ça on pourra en reparler, pardon, c'est un peu plus tard. Les Indo-Européens de tête, hein. Je parlerai spécifiquement des questions des Indo-Européens à part. De tête, je crois que c'est en 3400 avant Jésus-Christ qu'ils commencent leur diffusion. Les Mycéniens, on doit avoir des traces aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. Ce qui est, mais ce sont les traces écrites en fait. C'est parce qu'il y a le linéaire A, le grec. Quand je parlerai du grec ancien, je donne quelques éléments. Mais
en gros, les Mycéniens, donc qui sont les ancêtres de la civilisation grecque, développent progressivement une écriture. Alors, l'invention de l'écriture est bien plus au sud. Elle est autour de la Mésopotamie, plutôt au nord, dans le croissant fertile, avec l'écriture cunéiforme. Les Grecs, donc, enfin, les ancêtres des Grecs, les Mycéniens font leur alphabet. Le premier, c'est le linéaire A qu'on arrive à peu près à déchiffrer, mais il n'est pas officiellement déchiffré. Le linéaire B qui est plus déchiffré, puis ensuite on arrive au grec ancien. Donc tout ça est un peu technique et il y a plein de choses très très intéressantes à voir sur l'évolution de la langue grecque, mais ça, on laisse ça, on en reparlera. J'ai plein de choses à dire aussi sur le grec, comment est-ce que... Et puis il y a des parallèles super passionnants. On s'aperçoit par exemple que le linéaire A, et c'est la seule parenthèse que je fais parce que sinon je parlerai des Grecs et je vais m'éloigner, le linéaire A des Grecs ressemble très fortement à l'alphabet japonais. C'est super intéressant de voir. L'écriture chinoise et japonaise sont des écritures assez primitives. L'écriture chinoise, c'est en gros des hiéroglyphes. Et les Japonais ont gardé les hiéroglyphes chinois, qui s'appellent eux les kanji, donc les caractères chinois, et ils ont en plus développé une écriture syllabique, c'est-à-dire on met une consonne et une voyelle, et donc selon chaque voyelle, vous avez une lettre chaque lettre représente une association consonne-voyelle. Et ça correspond à peu près au linéaire A. Donc en fait, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a encore des pays qui ont des langues qui sont au même état que l'état préhistorique, si on veut, ou pas préhistorique, non, parce que la préhistoire, c'est avant l'écriture. On retrouve voilà le même genre de fonctionnement. Donc on peut voir le chinois, les caractères chinois fonctionnent comme les hiéroglyphes. Les caractères hiragana et katakana en japonais fonctionnent comme le linéaire A grec ancien. Donc il y a des parallèles absolument passionnants, ça ouvre un champ extraordinaire. Enfin bon, peu importe. Les Mycéniens descendent des Indo-Européens. Indo-Européen, ça ne veut rien dire. Indo-Européen, ça veut juste dire les peuples qu'on trouve de l'Inde à l'Europe. Le terme qui est actuellement retenu, c'est Yamnaya. Mais moi, ça ne me plaît pas du tout, déjà parce que c'est du russe, et je vais revenir après pourquoi. Et j'ai beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. À ce moment-là, donc revenons à notre histoire, donc, au 3e millénaire avant notre ère, avant l'ère chrétienne, les fameux, ce qu'on appelait, l'intuition qu'on a eue, donc les fameux Indo-Européens, qui ont la supériorité du véhicule hippomobile, acquièrent la maîtrise du bronze et donc la métallurgie. Et pour faire le bronze, il faut, je l'ai dit, de l'étain et du cuivre. Or, on a beaucoup de mines de cuivre et l'étain en Anatolie se trouve, mais assez vite se trouve épuisé. Et les Indo-Européens, qui, grâce à leur grande mobilité, ont une propension assez tendre, eh bien, découvrent au nord des Alpes des gisements et de cuivre et d'étain. Et donc là, c'est extraordinaire parce que, eh bien évidemment, on a tout un peuplement, ils se dirigent évidemment naturellement. Alors, grâce à leur mobilité extraordinaire, ils peuvent entretenir du commerce partout dans leur espace culturel. Et jusqu'à présent, on a très très peu de traces de ces peuplades. Et puis là, au nord des Alpes, on a une première trace vraiment très très solide. Ils fondent le premier espace important qu'on connaît vraiment développé, qu'on a découvert déjà dès le 19e siècle, donc c'est quand même très ancien. C'est le site d'Hallstatt, j'imagine en allemand. C'est en Autriche, dans un très très beau village. On a trouvé à proximité un ancien site, justement, où on observe donc une peuplade. Et il se trouve que ce sont les Indo-Européens qui se sont installés là, donc un grand site à proximité de mines de cuivre et d'étain, donc où ils ont pu développer leur métallurgie, et forcément, ça devient une de leurs bases, d'où ils irriguent leur monde, le monde indo-européen. Alors ça leur donne évidemment, maintenant qu'ils ont la métallurgie et les gisements, plus la mobilité, forcément, ça ne fait que renforcer leur supériorité. Ils lancent un certain nombre de vagues, et puis progressivement, ils s'étendent vers l'ouest, en Gaule, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce site de Hallstatt, il est identifié pour nous, ce sont les fameux Celtes. C'est le premier site, si on veut, celte ou proto-celtique. Donc, c'est là où on s'aperçoit que qui sont en réalité les Indo-Européens. Eh ben, je vais casser tout de suite le mystère. Les Indo-Européens, surtout les R1B, parce qu'on va voir qu'il y a une autre nuance, il y a les R1A. Les R1B, ce sont en fait les Celtes. Et c'est ceux qui donneront les Celtes. C'est-à-dire qu'à l'origine, évidemment, ils n'ont pas cette culture. Mais quand ils arrivent dans ce lieu, et quand ils arrivent en Bohême, au nord des Alpes, ils développent un certain nombre de traits culturels qu'ils avaient déjà de base, et forment cette culture qui devient ce que les Grecs appellent les Keltoi, les Celtes, et ce que les Latins appellent les Gaulois. Alors,
la question, pourquoi est-ce que Yamnaya ne me plaît pas? Très juste, et on va arriver donc à la question des Gaulois. Oui, je pense en effet que les routes datent, ont été logiquement, en fait, je vais dire, William, je vais dire, moi, mon intuition est très simple. On sait que il y a des routes en Gaule avant les Romains. Il faudrait creuser, mais il me paraît évident que si les Indo-Européens ont créé le véhicule hippomobile, bah, il faut pouvoir passer quelque part. Alors, je veux bien que leurs carrosses fussent des 4x4 extrêmement perfectionnés, mais le meilleur moyen de faire passer des carrosses ou des charrues ou ce qu'on veut, eh bien, ça reste quand même les routes. Donc, je pense en effet qu'un certain nombre de routes dans tout ce bassin, eh bien, il me paraît assez logique que les Indo-Européens aient développé enfin les routes dans tous les endroits où ils sont passés. Alors l'appellation Yamnaya, Shirpal, pourquoi est-ce que je la remets donc, je la remets en question pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle est russe et que bah, on est français, on doit pouvoir trouver des mots dans notre langue. Alors que signifie Yamnaya? Alors je crois que c'est le pluriel, hein, je ne parle pas du tout russe, je ne suis pas russophone. C'est la culture de Yamna, le site étant de Yamna. Et pourquoi? Parce qu'on a trouvé des tombes en butte. Donc c'est-à-dire que de ce que j'ai compris, hein, sur les premiers sites qu'on observe, qu'on a pu trouver de la peuplade indo-européenne, ils mettaient leurs morts. Alors ils devaient pratiquer assez vite l'incinération et ils mettaient ça doit être non, ça doit être la civilisation des champs durs, non? Je vais regarder rapidement, je me rappelle plus. Je sais que c'est les tombes en fosse, c'est quelque chose comme ça, Yamna. On s'est aperçu simplement que c'est une façon d'enterrer leurs morts. Ils font des buttes et à l'intérieur ils mettent des urnes dans lesquelles ils mettent les restes de leur de leurs ancêtres. Oui, c'est ça. Je vois, hein, bon, je regarde rapidement sur Google. C'est bien le nom Yamnaya, ça signifie la culture des tombes en fosse. Alors, peu importe, je me suis pas spécialisé sur leur façon d'enterrer primitive, ça ne m'intéresse pas. C'est juste que c'est absolument ridicule d'appeler les Indo-Européens, de dire que donc leur peuplade, les Indo-Européens, ce sont les Yamnaya. C'est ce qu'on appelait les Yamnaya. De dire que si qualifier ce peuple par leur façon d'enterrer comme n'importe quel primate, c'est ridicule. La supériorité de ce peuple, s'ils ont envoyé autant d'espace, c'est parce qu'ils ont inventé le véhicule. Donc, plutôt que d'appeler ça le peuple des gars qui enterrent dans des fosses avec des urnes, ce qui est un nom absolument ridicule et primitif, il faut rendre hommage à ce qu'ils sont, c'est-à-dire les inventeurs du véhicule terrestre. Alors à l'origine, j'avais pensé à une variation sur le mot charrue, puisqu'il faut savoir qu'en français, char ou charrue vient du gaulois. Mais après de multiples réflexions, donc pour moi, char, ça va être carrosse, quelque chose comme ça, en gaulois, doit être apparenté ça doit être un participe passif substantivé de qui correspond à peu près à cursus, cursus en latin, qui doit dériver de curo, courir, quelque chose comme ça. Et donc, logiquement, char, bon, c'est pas très satisfaisant, c'est pas un vrai nom à l'origine, du coup, ça voudrait dire que ce serait le résultat de l'action de courir, ce qui ne correspond pas parfaitement. Donc, à l'origine, j'avais pensé à quelque chose, parce qu'il y avait un terme qu'on trouve probablement en gaulois et que les latins ont calqué, quand ils ont récupéré le mot char, enfin, carreau ou carros, enfin, pour en faire le mot char qui rentre ensuite dans la langue française, donc après, dans le latin très tardif. Il y avait le terme carro-carri qui signifiait en gros charretier cocher. C'est-à-dire carro-carri, le conducteur de char, quoi, en latin vulgaire tardif. Donc au début, j'avais pensé à les appeler comme ça, les conducteurs de char. Ça leur rendrait hommage, ce serait simple, les carro-carri. Mais donc pour la raison que j'ai évoquée, donc qui pour moi ce serait un substantif dérivé d'un participe passif, je trouve pas ça très satisfaisant. Je préférerais avoir quelque chose qui serait un nom. Et donc je suis allé chercher. Et puis aussi un mot qu'on retrouve dans toutes les langues indo-européennes. C'est aussi un des critères que j'avais. Et j'ai trouvé un terme qui me plaît bien, ce serait le terme des vecteurs. Alors, vecteur aujourd'hui, c'est très connoté mathématique, mais on le retrouve en latin, vector. Vector, ça peut être un cavalier, ça peut être un conducteur de char, ça peut être un messager, etc. Et donc, toute la polysémie sur vector en latin est géniale. Ça correspond parfaitement à ce que furent les Indo-Européens. Donc des charretiers, des voyageurs, etc. Donc, Vector, après avoir eu cette première hypothèse que j'ai trouvée un peu faible, parce que donc Kalokari, ça réservait, ou donc ça en faisait un peuple trop celtique.
la racine Wektros, quelque chose comme ça, Wectre, enfin, je pourrais la retrouver, je l'ai mise quelque part, je connais pas par cœur les racines indo-européennes, mais en gros, on retrouve en sanskrit, on retrouve dans toutes les langues indo-européennes des dérivés justement de cette racine qui donne Wector en latin. Et en plus, en latin, ça peut aussi vouloir dire cavalier. Ça tombe bien. La force des Indo-Européens, ça a été de domestiquer, enfin d'hériter. C'est pas eux qui l'ont trouvé, c'est la culture de bataille, mais bon, c'était leur voisin immédiat. Ça a été d'utiliser le cheval comme moyen de transport. Donc, bon, que Vector signifie aussi cavalier en latin, ça nous aide pas mal à définir. Donc, moi, je propose en effet les vecteurs. En plus, en français, on a le mot francisé. Donc, pourquoi pas les appeler les vecteurs? Le peuple des vecteurs, ce qui est quand même un peu mieux que Yamnaya, parce que c'est très sympathique, mais c'est du russe, donc on n'y comprend rien en français. Vecteur, on comprend bien l'idée. Hein, le vecteur, c'est le mouvement. Et puis, voilà, en plus, ça s'adresse, tout le monde peut le comprendre, un mathématicien peut le comprendre, tout le monde peut comprendre, et ça prend la caractéristique principale, au lieu de les appeler les peuples des tombes en fosse. Enfin, ça veut rien dire. Ces gens ont conquis un empire plus grand qu'Alexandre le Grand, 2000 ans ou 3000 ans avant lui, et on les appelle, oui, alors ils ont des tombes en faux. C'est ridicule, c'est vraiment les prendre Alors, on les a appelés comme ça parce qu'origine, on savait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on savait pas à l'origine que c'était les Indo-Européens. On a vu, l'URSS, je crois que ça doit être en URSS ou peut-être un peu avant, on est tombé sur des sites archéologiques, on a vu des tombes comme ça, des urnes funéraires dans des buttes, et on s'est dit, oh bah tiens, c'est marrant, on va appeler ça les tombes en fosse, etc. On savait pas qu'on avait trouvé ce fameux peuple extraordinaire, voilà. Alors, pour l'anecdote, le mot arien, qui est celui des Allemands, n'est pas bon parce que les Ariens sont un des premiers peuples qui dérivent des Indo-Européens. Donc mais ce qui montre que d'ailleurs que le régime national-socialiste allemand s'était quand même servi de scientifiques assez sérieux parce que ils étaient remontés pas très très loin. Moi aujourd'hui je peux le dire avec beaucoup d'assurance parce qu'on a les tests génétiques qui ont été menés dans les années 2010 que tout ça, je peux faire des conclusions, mais en réalité pour l'époque, pour les savoirs qu'on avait à l'époque, les Allemands ont été très très loin dans la connaissance. Enfin, en tout cas, la culture aria, c'est au nord de l'Iran, c'est les ancêtres des Irans, c'est la partie indo-européenne qui ensuite se dirige vers l'Iran, vers l'Inde justement. Et donc eux, ils sont plus d'ailleurs marqués par le R1A que le R1B. Et les Indo-Européens à l'origine, ce sont vraiment des R1B. Alors donc l'aplogroupe, on leur donne des noms de lettres, et puis ensuite on les différencie par sous-variante. Alors je ne me rappelle plus quel est le nom pour les sous-variantes, mais bon, selon les sous-variantes, on leur donne un numéro, et puis ensuite on peut donner des lettres comme R1A, R1B. Donc les Indo-Européens, ce sont les R1. Les Indo-Européens, vraiment, ceux où on voit apparaître le char, ce sont les R1B, et les R1A qui étaient au nord des R1B. Donc à la lettre, je déduis que c'était génétiquement une version plus pure de l'aplogroupe R1. Ils avaient beau être peut-être plus primitifs, en tout cas, c'est pas eux qui ont découvert le char. Et ces Indo-Européens-là, donc les R1A, grâce au contact avec les R1B, malgré tout, c'était des peuples très proches, et ils le savaient sans doute, puisqu'ils ont très vite adopté eux-mêmes le char, et ils sont ensuite allés envahir. Donc les R1B sont allés au nord, adaptent la charrue des R1B, et eux, donc les R1A, vont en Allemagne. C'est super intéressant. Les Germains, eux, sont marqués notamment par le gène R1A. Les Germains, les Allemands, ont le sang R1A et R1B. Donc en gros, c'est des métis, si j'étais un peu taquin. Les Gaulois, je détruis tout de suite le suspens, comme diraient les Anglais, mais les Gaulois, c'est que du R1B, donc on est de purs produits indo-européens. Les R1A, donc ils sont au nord, qui adoptent la charrue, ensuite contournent. Donc les R1B finalement sont contents d'être en Europe et vont en gros leur zone d'influence se réduira sur leur cœur essentiel, qui va en gros de l'Irlande jusqu'aux pays serbes, enfin ou même jusqu'à la Grèce. Et les R1A, eux, vont aller à l'air jusqu'au Danemark, Scandinavie. Alors en se mélangeant Danemark, Scandinavie, on a du R1A et du R1B mélangé, donc ça veut dire qu'en gros les Indo-Européens ici cohabitaient. Et puis par contre quand on se dirige plutôt vers l'Iran et vers le nord de l'Inde, où ils ont formé la caste des supérieurs, hein, les castes inférieures ne sont pas de sang indo-européen en Inde, mais seulement les castes supérieures, ce qui est aussi assez intéressant. Ce qui explique aussi que les castes inférieures sont très bronzées, très différentes racialement des Européens, et que les castes supérieures, elles, nous ressemblent beaucoup plus. Donc les R1A, eux, suivent ce cheminement-là. Donc après, on a une sorte de petite différenciation, mais voilà. Donc ces histoires-là, donc on a le gène, on a leur façon de s'enterrer. Autre chose aussi qui justifie le fait de les appeler les vecteurs plutôt que les tombes en fosse, c'est que très très vite, une fois que
Donc au début, oui, primitivement, ils s'enterrent dans des fosses avec des pots et tout ça et bon, c'est très bien. C'est un enterrement primitif comme un autre et puis on sait que les vases, ça fait partie des signes archéologiques qu'on trouve très, très vite puisqu'on a les civilisations, du vase cordé, je sais plus moi. C'est comme ça qu'on arrive à suivre les implantations, puisque forcément dès qu'on a l'agriculture, il faut stocker et le tonneau est un peu plus technique à faire. Le vase avec dès qu'on a l'argile, c'est assez facile. L'argile, on l'a depuis très longtemps, donc on fait des vases, on stocke les graines dedans et cetera. Donc les vases se développent très, très vite et on suit les expansions culturelles grâce aux motifs qu'on trouve sur les vases. Donc oui, c'est ça, on a la civilisation de la céramique cordée, on a la civilisation de la céramique machin, bon, on a tous les différents éléments, voilà. Donc eux, de manière primitive, bah, on utilise aussi le vase pour mettre les restes des défunts qu'on a pu brûler, par exemple, chez ceux qui le font, chez ceux qui pratiquent l'incinération. Et donc, mais ça, c'est très très primitif. Dès que les Indo-Européens se développent, eh ben, qu'est-ce qu'on va apparaître? Évidemment, ils se font enterrer avec quoi? Les Francs. Avec quoi se feront enterrer les Francs? À la période du royaume franc, dès la suite de l'Empire romain, avec leurs armes, puisque leur caractéristique, c'est d'être des guerriers. Eh bien, puisque nos fameux vecteurs étaient des voyageurs, ils se font enterrer avec leurs chariots. Et donc, très très vite, ce qu'on voit apparaître, et notamment à Stadt et à l'Athènes, autre site archéologique d'importance qui lui est en France, eh bien, c'est en fait que ces fameux vecteurs se font enterrer avec leurs chariots, Donc, ce qui prouve bien qu'en plus eux-mêmes, leur fierté, c'est pas le vase primitif qu'ils avaient, qui ne leur donnait aucune supériorité aux autres peuples, c'est leur chariot. On pourra discuter, ça va être un point très intéressant de savoir quel était le nom de ce peuple. Parce qu'en fait, les Celtes ou les Gaulois, ceux que les Grecs appellent les Celtes et ceux que les Latins appellent les Gaulois, donc ce sont les mêmes, hein, globalement, il n'y a aucune nuance. Ce sont ces fameux Indo-Européens du Nord, mais sauf que les Latins sont aussi des Indo-Européens et les Grecs sont aussi des Indo-Européens. Donc c'est la partie... sauf que les Grecs et les Latins, pardon, les Grecs et les Latins, eux, sont à la marge, à la marche, si on veut, un petit peu, on peut faire un anachronisme. Ils sont sur le bord du monde indo-européen. Ils sont beaucoup plus mélangés. Là où les zones qui sont globalement entièrement repeuplées, en tout cas d'un point de vue masculin, par des Indo-Européens, eh ben, en Europe, ce sont les Celtes. Donc Celtes et Gaulois, ça a été un nom qu'on a pu donner à un moment donné aux Indo-Européens quasi purs, mais bon, les Romains eux-mêmes ont une langue. Alors les Romains, je crois, génétiquement, ils doivent être qu'entrés en partie indo-européens. Leur langue est purement indo-européenne, mais ils étaient à côté des Étrusques qui eux n'étaient pas indo-européens et le rayonnement des indo-européens en fait est tel que on a des peuples qui adoptent des langues indo-européennes sans avoir d'apport génétique indo-européen, autrement formulé, c'est le rayonnement culturel. Et puis on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a certains indo-européens, à force de faire des conquêtes, parfois ils se lassent un petit peu de leur culture et finissent par adopter autre chose. On pourrait penser, donc typiquement que sur la question du peuplement de la Gaule, que les Français du Sud auraient plus de gènes, donc un peu plus de mélange qu'au nord, puisque en effet, il y a eu les Gaules, les Visigoths qui sont installés. En fait, les Visigoths, de manière un peu curieuse, mais génétiquement, n'ont pas laissé beaucoup d'empreintes, et les tests génétiques tentent à montrer que, au contraire, les Français de Languedoc sont plus purs génétiquement, sont moins mélangés que les Français de Languedoc. Donc en effet, les Goths pouvaient. Alors oui aussi. En plus, il y a un autre élément. Hein, après, je voudrais en parler à une autre occasion, et il va falloir que nous arrivions à ce cher Jules César, mais il y a aussi, on trouve aussi l'agriculture, ça va être 4000 avant notre ère, peut-être un peu avant, je sais plus. Je peux pas vérifier, c'est pas le sujet ici. Et on a des premiers déplacements de population. Et en Gaule, typiquement, on a la moitié. Donc les populations, donc il y a le J2 et il y a un autre haplogroupe. Il y a deux haplogroupes, les éleveurs et les cultivateurs, les agriculteurs n'ont pas le même haplogroupe. Les éleveurs, ça doit être J2 et les cultivateurs, si je dois l'avoir si je dois avoir mes brouillons à côté, mes brouillons de recherche, je vais vous le retrouver. C'est les G, pardon, G et J2. Voilà, 4500. Merci beaucoup, William. Donc, les peuplades, donc génétiquement, les peuplades qui découvrirent l'agriculture, c'est G et J2. De mémoire, J2, ce sont les éleveurs et G, ce sont les agriculteurs. Je vais voir si je retrouve la confirmation, mais de tête, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement, je l'ai sous les yeux. Donc on voit qu'en plus, ce sont deux haplogroupes différents. Ces peuplades-là,
autant dire que tu as remplacé forcément. Quand on découvre l'agriculture et l'élevage, on a un énorme avantage démographique. On peut mieux nourrir sa population, donc très très vite, il y a un essor démographique extraordinaire pour ces populations qui se propagent. Mais ça, c'est en Anatolie, c'est autour du croissant fertile, donc c'est au nord de la Mésopotamie. Donc, c'est quand même assez loin de la Gaule, de notre chère Gaule. Donc, ces peuplades-là, quand elles propagent l'agriculture, dans les zones immédiates, propagent leurs gènes aussi, mais dans les zones plus éloignées, ça commence à être un peu loin, etc. Les quelques colons qui s'y installent tentent quand même à beaucoup plus négocier avec les autres. En plus, on est encore à la période lithique, ça doit être le néolithique, j'imagine, mais en tout cas, la période à l'âge de pierre, oui, ça doit être néolithique logiquement. Donc, ces peuplades-là cohabitent. Génétiquement, ça se voit. Quand ils s'installent en Gaule de l'Est et à l'extrême est de la Gaule, ils laissent une empreinte génétique, mais dans la Gaule du centre, leur empreinte génétique est très très faible, et dans la Gaule de l'Ouest, dans l'ouest de la France, il n'y en a quasiment pas. Donc là-dessus, il n'y a pas de bouleversement. Là-dessus, ce qui demeure, c'est l'aplogroupe d'origine du peuplement des chasseurs-cueilleurs, haplogroupe I, ces chasseurs-cueilleurs abandonnent la chasse et la cueillette pour l'agriculture, au contact bénéfique des haplogroupes G et J2. Donc le I se maintient, mais les Indo-Européens les éliminent. Alors je casse tout de suite le suspense. Les tout premiers Européens depuis l'ère glaciaire, depuis 11 700 avant Jésus-Christ jusqu'en 2000, ils demeurent en France les I, mais en France ils se finissent en Gaule, ils se font exterminer littéralement par les Indo-Européens, donc par nos fameux vecteurs. Éliminent complètement les pauvres chasseurs-cueilleurs qui s'étaient adaptés. Voilà, ils ont survécu à l'agriculture, mais ils ne survivraient pas aux moyens de transport et au bronze. Ils demeurent, alors les I n'ont pas disparu de partout, ils demeurent en Scandinavie et un peu chez les Allemands. Donc encore une fois, quand je disais que ce qui est assez cocasse, c'est la France subit encore la propagande. On croit que les Français sont un grand mélange et que les Allemands sont très purs, alors qu'en réalité, comme les vecteurs ont éliminé les chasseurs-cueilleurs européens en arrivant, en fait, le Gaulois, le Français de souche est purement indo-européen. Là où le Germain, il a de l'aplogroupe I, il a de l'aplogroupe R1A et de l'aplogroupe R1B. C'est-à-dire qu'en fait, et nous, on a le français central, l'Arverne, etc., son haplogroupe, c'est du R1B quasi essentiellement. Alors ensuite, à la marge de la France, au passage, les Basques ont une langue non indo-européenne, mais ont un peuplement génétique très fortement indo-européen. Ce qui veut dire que ça fait partie de ces zones dont j'ai parlé, qui sont à la marge du monde des vecteurs, donc des indo-européens, et qui, ils en avaient sans doute, je sais pas pourquoi, ils ont gardé la culture locale, la langue locale, mais ils ont, par contre, génétiquement, ils ont bel et bien remplacé les populations masculines, en tout cas. Donc ils ont dû prendre les femmes de manière un peu simple. Donc différence linguistique très importante, mais génétique un peu moindre. Et a priori, les Basques, forcément, c'est la partie la plus lointaine, hein, c'est donc le sud-ouest, l'extrême sud-ouest de la France, et puis on en trouve évidemment aussi en Espagne. Eux, génétiquement, ce serait le peuplement le plus ancien français, donc ce sont des Indo-Européens qui n'ont jamais été bousculés. Ensuite, on a dans les peuplements un peu plus récents, on a forcément toute la partie nord-est de la France qui est en contact avec les Germains. Donc là, on retrouve un peu de R1A, de R1B mélangé, et puis aussi de l'aplogroupe I, donc des chasseurs-cueilleurs devenus simplement... alors, on pourrait les appeler les primitifs européens, quoi, qui se sont adaptés, puisqu'ils ne sont plus chasseurs-cueilleurs à partir d'un certain moment. En tout cas, ceux qui ont survécu. Et puis, donc les Bretons et les Normands également, eux ont subi d'autres vagues de peuplement, mais on est encore chez des Indo-Européens, hein, enfin les Vikings, les fameux Vikings, ce sont sont pas très loin alors des Danois pour certains, etc. Enfin bon, tout ça, ce sont des peuplements germaniques, donc R1A, R1B mélangés. Donc il n'est pas impossible que les Normands, enfin si on est Normand, on peut avoir R1A, on peut avoir et on peut avoir éventuellement
logiquement, on doit aussi pouvoir retrouver de l'aplogroupe I, donc des primitifs européens. Voilà, donc ceci étant, le cœur de la Gaule, lui, est très largement dominé par l'aplogroupe R1b. Alors je précise au passage, quand je dis mélange, c'est pas forcément clair parce que beaucoup font cette confusion. L'aplogroupe, logiquement, si j'ai bien compris ce que je crois, l'aplogroupe, on en a enfin, dans ceux qui sont identifiés, on en a un seul, logiquement. C'est celui du mâle qui est transmis. Donc, logiquement, c'est même pas logiquement, c'est sûr. Si votre ancêtre, si je sais pas, le père de votre d'une femme de vos lignées d'ancêtres est un I, donc ancien chasseur-cueilleur, et que sa fille, on élimine toute la concurrence et se fait récupérer par un vecteur, un indo-européen, eh bien, l'élément I ne pourra plus être transmis puisqu'il y aura plus de mâle ici primitif européen, mais sera remplacé par l'aplogroupe du vainqueur. Donc logiquement, quand on parle en fait de proportion, c'est plutôt que certains vont conserver dans les populations. On va voir 80-90% de la population en France des Français de souche qui ont R1b, et puis 5% qui vont avoir peut-être un peu du R1A ou éventuellement du I, voilà, à la marge. Enfin, en tout cas, le cœur de la Gaule se maintient. Donc, les Indo-Européens en Europe fondent un premier site à Hallstatt, qu'on trouve en tout cas dans les premiers sites qui est à proximité de gisements d'étain et de cuivre, ce qui leur permet de faire du bronze. Et puis, on trouvera un peu plus tard au site de l'Athènes quelque chose de très intéressant, puisque ce sera plus en approchant de l'ère du fer, de l'âge du fer. Donc, c'est encore une nouvelle avancée de la métallurgie. En tout cas, ces peuplades-là développent leur culture, et quand on arrête finalement de suivre d'un point de vue génétique, simplement, c'est là où on rentre dans l'histoire au sens propre, dans l'histoire écrite. L'histoire est ce que l'on peut raconter, la préhistoire est ce que l'on ne racontait pas encore puisqu'on n'avait pas l'écriture et pas forcément les textes fiables. Exactement à l'endroit où on a ces R1b, apparaissent ces fameux Celtes et ces fameux Gaulois. Donc en fait, ce sont ces populations que l'on retrouve. Donc on a cru pendant longtemps que les Indo-Européens n'écrivaient pas, donc les Gaulois et les Celtes n'écrivaient pas, notamment à cause d'une mésentente sur Jules César, et ça m'a donné envie de lire César. C'est pas la seule raison, mais on la doit notamment à Jules César. Alors pourquoi est-ce qu'on a cru que les Gaulois n'écrivaient pas? Parce que César nous dit, donc dans les populations, donc dans les commentaires de Jules César sur la guerre des Gaules, il évoquera, je l'ai lu dans des articles sérieux, a priori j'ai confiance en eux, mais je préfère quand même, nous pourrons le vérifier très bientôt. Dans les textes de Jules César, il nous raconte donc il va notamment en Suisse chez les Helvètes, il nous raconte son expérience auprès de ces peuples-là, et il dit donc que les Gaulois qui sont dans cette zone, les Gaulois helvétiques si on veut, les Gaulois de Suisse, et comme je vous l'ai dit, les secteurs, donc Hallstatt c'est au nord le site d'Hallstatt c'est au nord de l'Alpe, mais sur les Alpes, enfin, on est la partie nord du massif alpin, on est dans la Bohême, la partie historique de la Bohême. Le site de l'Athènes, qui est le deuxième grand site, lui qui est en France de l'Est, donc on est vraiment dans finalement ce cœur gaulois, ce cœur qui est en fait le cœur des vecteurs de l'Ouest, des vecteurs européens si on veut, donc qui donne les Gaulois. Il est au nord de l'Alpe, suit à peu près littéralement, c'est situé d'abord au nord de l'Alpe, des Alpes, et puis ce qu'il y a autour. Enfin, en tout cas, leur cœur battant est là, puisqu'en fait, ils ont tout envahi. Ils ont pris l'Irlande, ils ont pris les îles britanniques, en fait, en général. Ils ont pris la Gaule, on en trouve en Espagne. Ce sont les Celtibères. On en trouve en Grèce. Ce sont les fameux Gallo-Graeci que j'ai vus dans différents textes latins. On les trouve, et les Galates, on les trouve en Anatolie. Donc, des Celtes, les Celtes, cette variante, si on veut, cette variante culturelle indo-européenne s'installe dans beaucoup d'endroits. Ce cœur indo-européen de l'Europe. Donc, et qui sont identifiés comme Celtes ou comme Gaulois. Donc, ils se situent dans cet endroit-là, et on a cru qu'ils n'écrivaient pas beaucoup, alors à l'exception donc des Grecs, mais qui avaient oublié qu'ils étaient eux-mêmes des Indo-Européens, et à l'exception des Latins qui l'oubliaient également, ou qui faisaient mine de l'oublier, je ne sais pas.
Parce que donc César, quand il voit les Gaulois helvétiques, donc on est déjà beaucoup plus tard, puisqu'en Gaule, pour l'anecdote, le remplacement, donc les vecteurs remplacent les primitifs européens, donc R1b remplace I en Gaule entre 2000 et 1900 avant Jésus-Christ. Donc quand César arrive en Gaule, c'est 2000 ans après, donc autant dire que c'est très très longtemps après. En sachant qu'en plus on n'a pas forcément été traces écrites, donc il ne savait pas forcément ce qui avait pu se passer. Galice aussi, oui, en Espagne, c'est des noms, de toute façon, Galice, pays de Galles, Galate, la racine est flagrante. Une fois qu'on a les éléments pour faire une fois qu'on commence à mettre en lien tous les éléments, on se rend compte à quel point c'est évident. Enfin, évident pas tellement, mais quand on met c'est hallucinant de voir toutes ces racines qui se retrouvent un peu partout. Qui tend d'ailleurs à prouver, plutôt contrairement à ce que dira Jules César, parce que je sais qu'au début du commentaire de la guerre des Gaules, Jules César dit que leur nom eux-mêmes s'appellent les Celtes. Mais ça, je pense que c'est l'influence des Grecs sur les Gaulois qui font qu'ils s'appellent eux-mêmes les Celtes, alors que le nom historique, c'est plutôt peut-être gaulois. Enfin bon, on reviendra là-dessus, on pourra toujours en discuter, parce qu'il faudra aussi faire la critique de ce que nous dit César. Dans tous les cas, donc oui, César, je vais y arriver, quand il parle des Gaulois helvétiques, il les observe, il adore, il aime beaucoup les Celtes. En fait, César, on prétend qu'il l'extermine, qu'il comprend pas, mais vu l'attention qu'il y prête, est-ce que c'est simplement pour montrer sa gloire? Peut-être en partie, mais en fait, il y a un vrai souci de comprendre ces cultures qu'il rencontre, qui sont en fait assez proches, je ne sais pas s'il en est parfaitement conscient, mais qui en fait sont à l'origine, sont des descendants de même culture. En tout cas, quand il est chez les Gaulois helvétiques, il observe que les druides n'écrivent pas. Et il le dit. Sauf que ce qu'il dit, c'est que les druides n'écrivent pas parce qu'ils considèrent ça avilissant et que la tradition druidique est orale. Mais il dit pas que les Gaulois n'écrivent pas, il dit que ce sont les druides qui n'écrivent pas. Et donc la tradition historique a considéré que les Gaulois n'écrivaient pas parce que César dit que les druides n'écrivent pas. Sauf que César ne dit pas que les Gaulois n'écrivent pas. Et donc on a eu ce préjugé. Il y a un deuxième problème, c'est que les Gaulois étant à la marge, l'écriture s'est largement développée. Et donc quand les Gaulois récupèrent, quand les Gaulois et les Gaulois celtes, c'est pareil, c'est-à-dire les vecteurs de l'Ouest, à l'exception, si on veut, des germaniques qui ont aussi du R1A, donc en gros les R1B de l'Ouest, enfin, c'est-à-dire les R1B en fait, je dis R1B de l'Ouest, mais en fait ce sont les R1B purs, c'est ce qui donne les Gaulois. Quand ces gens-là acquièrent dans la partie européenne, donc à l'exception un peu de la Grèce avec les Mycéniens qui en sont des dérivés, mais ils sont eux-mêmes mélangés, donc quand les R1B purs, donc les Gaulois, donc les Celtes, acquièrent la langue, en fait, l'alphabet, l'écriture, ils prennent d'abord celle des Grecs à Massilia, donc dans la célèbre colonie phocéenne devenant Marseille. Le contact, les marchands, etc. font que les Gaulois disent c'est pratique, ils ont un alphabet, on va le prendre pour écrire notre propre langue. Donc on a des textes gaulois écrits en grec, en alphabet grec. Et puis plus tard, avec les échanges avec les latins, ils prendraient l'alphabet latin. Autrement formulé, pendant très longtemps, les historiens ont aussi ignoré les écrits qu'on avait des Gaulois parce que, voyant que c'était écrit en grec, ils disaient c'est du grec, c'est un grec bizarre, etc. On sait pas ce que c'est, il y a des trucs en grec, voilà. C'était pas du grec, c'était du gaulois. Si on déchiffre, si on transcrit, on observe, etc. On s'aperçoit que c'est pas. Il y a des ressemblances parce que ce sont des langues indo-européennes, mais il y a assez de différences pour voir tout de suite que c'est pas du tout la langue grecque. Donc c'est une langue grecque, enfin une langue gauloise écrite en grec, pardon. Ce qui veut dire qu'on a c'est une autre raison. César qui dit que les druides n'écrivent pas, plus le fait qu'au début, les Gaulois, donc la première écriture qu'emploient les Gaulois, c'est celle des Grecs, l'alphabet des Grecs, ça a fait ça a augmenté la confusion, et donc on a cru à tort que les Gaulois n'avaient pas écrit. Et donc en fait, depuis 50-60 ans, on passe son temps à redécouvrir, nous passons notre temps à redécouvrir des inscriptions. Il y a 60-70 ans, il y avait je sais pas, il y avait moins d'une centaine d'inscriptions gauloises, je dis ça de tête, mais je suis pas très loin de la vérité, mais moins d'une centaine d'inscriptions gauloises qui étaient connues, et aujourd'hui, on en a peut-être 2000 ou 3000, parce qu'en fait, il s'agissait simplement de dire, alors, c'est écrit en grec, est-ce que c'est du grec ou est-ce que c'est du gaulois, notamment? Alors, c'est les inscriptions gallo-grecques, comme on a pu les appeler, c'est-à-dire les inscriptions gauloises, en alphabet grec, sont minoritaires, puisque il y a eu une plus grande période, évidemment, le contact avec les Grecs est beaucoup plus local, c'est autour, l'alphabet grec ne se diffuse guère autour de Massalia, donc en fait, ce sont les tribus gauloises en rapport avec les Grecs par Massalia, avec les Phocéens qui emploient cet alphabet-là pour parler de leur langue. Et dans le reste de la Gaule, ce sera plutôt quand les Latins arrivent, donc très tardivement. Ça, c'est vrai que c'est le problème. Mais l'avantage, en tout cas, on voit qu'on retrouve les mêmes éléments. Donc on peut comparer, on voit que c'est une langue qui est assez proche. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence à avoir un matériau linguistique qui est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire. Alors tout ça pour dire, finalement, pour comprendre le gaulois, on a plein d'éléments, il y en aura d'autres. Et on va arriver à César, enfin.
Mon titre n'était pas seulement trompeur au bout d'une heure. Ça, c'est une vraie introduction littéraire, hein, 1 heure d'introduction. Donc, je retravaillerai plus tard. Il y a des spécialistes qui ont. Ah ben voilà, exactement, cher William. Avant même que j'ai commencé, la conclusion est là. J'ai rien à ajouter. Notre langue, en effet, c'est du gaulois écrit en grec, un peu latinisé et francisé faiblement. Doit-on prouver que nous sommes le meilleur pays du monde? Voilà, non, mais tout est dit, donc c'est bon, je m'arrête. Donc, non, mais c'est ce qui est extraordinaire. Et je reviendrai là-dessus. Donc, je ferai toute l'évolution vraiment spécifique du latin gaulois, le contact. Comment est-ce qu'en fait les Gaulois font évoluer le latin d'une manière à ce que, en réalité, probablement que le fameux latin qu'a donné notre français est en fait extrêmement gallicisé. On parlera aussi des inscriptions, mais après tout, il y a tellement de choses à faire pour étudier notre belle. Et donc, comme j'ai dit, dès qu'on voit ça, il y a tellement de choses à dire pour arriver à finalement parler de toutes ces origines aujourd'hui, de notre peuple et de notre langue qui vont évidemment de pair. La tâche est tellement énorme que je voulais commencer par un point de départ et donc à tous César, à tout Seigneur, tout honneur. Notre Seigneur nous invite à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il faut commencer par César. Et il se trouve que ce qui est quand même pratique, c'est que César, c'est quand même un des 2 grands auteurs du latin classique avec Cicéron. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, César est un des grands commentateurs des Gaulois et des Celtes. Donc, je me suis dit, eh bien, on va lire ensemble, lisons ensemble César. Ça me donnera la matière. Déjà, ça fait très longtemps que j'ai envie de me le faire en intégrale. Et si je suis assez motivé, je le ferai, je continuerai la soirée autant que je tiendrai. Je vais pas le faire en latin directement, c'est sympa, mais on se gardera les meilleures parties. On pourra les regarder en latin à l'occasion. Ça nous permettra de faire un peu d'analyse grammaticale comparée et tout ça. Donc voilà, on se garde. Ça, c'est les petits plaisirs d'amateurs. Ça c'est vraiment pour. C'est du grand luxe, ça, de se faire du César en latin, mais ce serait un peu plus long. Je pourrais traduire vaguement à l'aide d'un dictionnaire pour les passages les plus difficiles, mais j'arriverai à peu près à lire en latin, mais on n'y passerait pas que 2-3 heures. Donc, nous allons prendre la traduction française de 1865, si ma mémoire est bonne, celle qui est disponible sur Wikisource, parce que c'est super pratique. Et puis, bien, je vais recueillir des citations. Ça me permettra de constituer un petit recueil avec vous. Hein. Alors, je reviendrai régulièrement aussi pour voir le salon de discussion, voir vos réactions. Et puis, comme ça donnera matière à faire des vidéos. Donc, je me suis dit, autant faire ça ensemble. Ça nous permet de passer un moment de direct et puis de me lancer parce qu'il y a tellement de choses à voir. Vous voyez, une fois qu'on a vu qu'il y a la génétique, les histoires, et puis il faudra parler aussi, il va falloir que je m'intéresse. Je sais plus quel est l'auteur, mais il y a un auteur grec qui parle pas mal des Gaulois et grâce à lui, on connaît quelques mots. Donc, je m'y intéresserai et j'en parlerai parce que forcément, il faut en parler pour voir justement notre langue. Tous les érudits à peu près savent que ambassadeur vient du gaulois, chariot, charrue vient du gaulois. Bon, ok, mais ça va un peu plus loin que ça. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Eh ben, commençons par la littérature, à tout seigneur, tout honneur. Alors ça me permet de rappeler que César, hein, c'est très simple. C'est les commentaires de la guerre des Gaules, ce sont des annales au sens propre, c'est-à-dire qu'il nous réécrit année par année ses campagnes en Gaule de tête, mais je pense qu'il nous en parlera. Hein, on va voir de tête. Il est appelé par des tribus gauloises alliées aux latins pour les défendre contre des tribus gauloises qui ne sont pas alliées aux latins. Donc globalement, c'est comme ça que se fait l'invasion du monde gaulois. Ça commence avec les Helvètes à peu près, livre 1, hein, 58, 57, 56, hein, 52, date funeste pour les malheureux Gaulois. Et on termine de 51 à 49, c'est-à-dire 51. Donc on a année par année les livres de César. Alors c'est une traduction, hein, c'est des directions de Désiré Nizar. On pourra regarder, je ne connais pas spécifiquement. Elle m'avait l'air sympathique cette traduction, donc voilà. Un peu peut-être très latinisante, parfois les expressions sont maladroites.